Les différents ministres sont portés sur vos personnes. Je crois que ce n'est pas l'effet du hasard. Comme nous sommes en train de penser profondément la réforme, nous disons la refondation de l'État malien, dans toutes les commissions chargées de réfléchir sur l'avenir du Mali, c'est vraiment des hommes et des femmes de qualité qui sont généralement choisis. Je me rappelle que lorsque nous avions choisi les cadres pour s'occuper des assises nationales de la refondation et plus tard pour mettre le comité de suivi, personnellement, j'ai rarement vu des équipes qui ont été désignées, il n'y a eu aucune polémique autour de quelques personnes que ce soit. Et ça fait partie des éléments qui préparent le succès. Parce que la forme, c'est que les hommes qui s'occupent de ça soient des gens de qualité dans l'opinion. Je crois que c'est la même situation concernant l'éducation. Maintenant, la grande responsabilité que vous avez, c'est que dans un État, il y a des secteurs sans lesquels l'État n'existe pas. La défense, la sécurité, la justice, l'administration du territoire, l'enseignement, sans eux, il n'y a pas d'État. Dans toutes les équipes gouvernementales, quelle que soit la façon dont on est conçu, quand vous n'avez pas une bonne tenue de ces secteurs, à terme, l'État va s'effilocher. D'ailleurs, c'est le problème que nous vivons. Moi, je crois que l'un des grands problèmes qu'on a, c'est la problématique de l'éducation. Et la refondation de l'école est une pierre angulaire du processus de refondation de l'État malien, du Mali croix. Comme vous avez demandé quelques conseils, moi je vais juste vous donner des avis. Bien sûr, vous êtes les spécialistes dans le domaine. Quand le ministre nous a annoncé la nouvelle en Conseil des ministres, j'ai insisté sur le caractère véritablement scientifique du travail que vous allez faire. Parce que ce n'est pas un travail où on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit faire. L'enseignement ne doit souffrir d'aucune considération autre que l'avenir du pays. Vous savez, dans beaucoup de pays, beaucoup de systèmes changent. Mais l'enseignement, on ne le touche pas comme ça. Quand on se met à jouer avec les réformes dans l'enseignement, on compromet l'avenir du Mali. Vous savez qu'à un moment dans notre école, chaque 2 ans, on change de nom. Le résultat, c'est que les gens ont perdu les repères. Or, nous avons une longue histoire d'une école stable, avec des enseignants de valeur, quelle que soit par ailleurs leur opinion politique. La première réforme du Mali de 1962, bon, pour la plupart des Maliens, ça a été créé au Mali, mais en réalité, c'est le résultat d'autres réformes. C'est qu'au lendemain de l'indépendance, tous les pays francophones se sont réunis en France. Ils ont fait un long débat. Le Mali a été représenté, je crois, par Bakary Kamia et d'autres. Ensuite, il y a eu une réunion à Addis Abeba, où cette fois-ci, c'est l'enseignement de tous les pays africains. Le Mali a été représenté par le ministre de l'Éducation, Singaré. De retour au Mali, ils ont intériorisé et adapté ces recommandations aux réalités maliennes. Et ça a donné ce qu'on a appelé la réforme de l'éducation. Bon, pour beaucoup de Maliens, on a inventé ça ici. En réalité, dans le monde, là, on n'invente rien. Tout est connu. Il s'agit bien de s'organiser. Au début, la volonté des autorités politiques, c'était
d'étendre l'école au maximum des Maliens. Mais souvent, quand on cherche la quantité, c'est souvent au dépend de la qualité. Moi-même, j'ai été inscrit à l'école en 62. Vous savez, on est venu dans notre village. Tous les enfants qui savaient lire et écrire là, on nous a tous mis ensemble. Il y en avait qui avaient 10 ans, d'autres 9 ans, d'autres 6 ans, d'autres plus petits encore. Et tellement que certains, quand ils ont faim, ils sortent pour crier. Maintenant qu'on est grand, quand on se retrouve, ils ne veulent pas qu'on rappelle ça. Quand ils ont faim, seulement ils se lèvent, ils sortent pour crier qu'ils ont faim. Parce que pour eux, l'école même, c'était une sorte d'aventure que personne ne connaît. Mais il y avait c'est sous une paillote. On était assis à même la terre. Il n'y avait pas de table-banc, il n'y avait pas de classe. C'était par terre qu'on s'asseyait tous. Il y avait un petit tableau. Donc il y avait la volonté d'étendre l'enseignement à tout le monde. Nous avons ensuite connu des cas. Moi, j'avais eu des professeurs, c'était des Togolais qui avaient leur pagne en bas. C'était des cuisiniers sous les colons. C'était des cuisiniers. Mais ils sont devenus enseignants. Parce que la volonté des autorités en ce moment de faire en sorte que tout le monde apprenne quelque chose, on a recruté tout le monde. Dès que tu sais lire et écrire un peu, on te met enseignant. Donc nous, on a eu des cuisiniers qui nous ont enseigné. Bon, c'est la fameuse réforme, vous connaissez, je suis sûr qu'il y a l'histoire des 6 août, on appelle les 6 aoûtards. Donc, tout le monde partait en classe, pourvu que vous savez lire et écrire. Bon, quand l'enseignant n'a pas de niveau, c'est pas sûr qu'il va donner un bon niveau aux élèves. C'est ce qui est répandu maintenant. Vous trouvez des enseignants qui eux-mêmes ne savent pas lire et écrire. Eux-mêmes, ils enseignent. Ils ne vont jamais apprendre grand-chose aux élèves. Mais ce qui existait avant, qui manque maintenant, c'est la volonté. Et cette volonté de réussir, malgré les couacs, faisait que le système, il fallait juste réparer les scories qu'il y avait là-dedans, et essayer d'avancer. Et c'est ce que les militaires ont fait. Quand ils ont pris le pouvoir en 1968, ils ont réfléchi, ils ont travaillé avec des intellectuels qui ont compris ce qu'il fallait. Malgré les divergences idéologiques. Par exemple, en 1968, les oppositions principales au régime, c'est les enseignants. Parce que le parti au pouvoir avait 3 électorats en venant, les paysans, les commerçants et les enseignants. C'est auprès d'eux que l'RDA a fait campagne. En disant que s'ils viennent au pouvoir, il n'y aura plus de travaux forcés. S'ils viennent au pouvoir, les Libano-Syriens et d'autres Français vont être remplacés par les opérateurs maliens. Les enseignants, on va décoloniser l'école. Une fois arrivé au pouvoir, on a choisi le socialisme, c'est-à-dire on a clignoté à droite au moment de prendre le pouvoir, mais une fois qu'on a le pouvoir, on a viré à gauche. Donc les autres se sont mis à se venger de nous, à saboter l'économie. Le Mali, c'est un pays de commerce traditionnellement. Tous nos grands empires, le Ghana, le Mali, le Songé, leur force, c'est le commerce international. Même l'islam est rentré au Mali, pas par la force, c'est vers le sud, au temps des Almoravides. Mais après l'islamisation du Nord, c'est pas le commerce et les affaires. Donc, or, le socialisme, nous, il n'est pas compatible avec un certain développement de l'action privée. Donc les commerçants se sont retrouvés limités dans leurs actions. Certains ont même considéré que c'était de la trahison. Le résultat, c'est que le meneur des commerçants, le Maraba Kassoum Touré, vous savez comment il a perdu sa vie. Il a été impliqué dans des affaires politiques et il a disparu en 1964. Donc, rupture avec le monde des affaires. La plupart des Djoula que vous voyez autour de nous là, c'est des enfants de ceux qui ont immigré du Mali. Je disais l'autre jour d'ailleurs au président de la Chambre du Conseil national, Sidi Mokar, comment il s'appelle, Bali, Mossadegh, il est né au Niger. Son père avait fui ici. Ils sont revenus après que les militaires aient pris le pouvoir, quand ils ont libéralisé le secteur économique. Les paysans se sont retrouvés dans les champs collectifs avec des abus contre eux. Donc, eux aussi, ils se sont retournés contre le régime. Ce qui fait qu'à la fin, le seul parmi les électeurs qui ont travaillé à porter le RDA au pouvoir, c'était les enseignants, les petits fonctionnaires, les enseignants et les postiers. Ce qui fait qu'en 1968,
Les opposants au régime militaire, c'est d'abord dans le monde enseignant. Et cela a continué tout le temps. Le syndicalisme, c'est en contradiction avec les enseignants, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la participation responsable avec les Bakary Karambé et autres. Mais toutes ces oppositions n'ont pas empêché les réformes. C'est-à-dire le pouvoir en place a pris tout ce qu'il y avait de bien et essayé de l'améliorer. Les cycles sont allés de l'ENA et l'ENSUP de 3 à 4 ans. L'IPEG, il fallait avoir le DEF au lieu d'être juste quelqu'un qui avait une serviette avec toi et qui sait écrire en français. L'enseignement secondaire, vous savez, il fallait faire 4 ans après le DEF. Donc ils ont amélioré, malgré les problèmes, l'enseignement. Le lycée a été créé. Moi je suis venu au lycée technique en 1973. Donc, malgré les problèmes avec les enseignants, le pouvoir politique et les enseignants, on a construit l'une des meilleures écoles en Afrique. Ce qui fait qu'en son temps, les Maliens, quels que soient les pays où on les envoie, ils étaient parmi les meilleurs, malgré les difficultés politiques. Et ce que je vous aurais recommandé, je l'ai même dit à votre ministre, vous savez, souvent, c'est bien de connaître un peu l'histoire. Il y a une polémique entre deux partis qui ont dirigé le Mali de 1960 à maintenant, entre l'UDPM et l'ADEMA. Il y a des écrits dans les journaux. Prenez ces textes-là, lisez-les, c'est très instructif. Parce que chacun a ressorti ce qu'il a cru être bien pour le Mali pendant ce gouvernement-là. Ça, c'est des débats politiques, mais les scientifiques trouveront des choses à retirer là-dedans. C'est très utile pour vous. Parce que pratiquement, le système de l'enseignement a été décortiqué pratiquement année par année. Qu'est-ce qui a été fait? Et ça peut être instructif en lisant. Il peut y avoir peut-être des idées là-dedans. C'est des débats de partis politiques, mais c'est nécessaire. Parce que chaque parti qui vient au pouvoir sera obligé de compter avec les enseignants. L'enseignement, c'est l'avenir du Mali. J'ai demandé si vous avez rencontré l'AEM parce que, vous savez, dans le temps, moi j'ai été responsable des étudiants. Dans mon université, j'étais responsable de l'ensemble des étudiants du monde entier. Des latino-américains, des européens, des asiatiques, des africains, dont les arabes. Donc plus ou moins, ça m'a permis de connaître les caractères des uns et des autres. Mais, en ce moment-là, quand on prend quelqu'un comme responsable des étudiants, c'est parmi les meilleurs. Parce que ce n'est pas avec des coupes, des couteaux ou l'argent qu'on devenait responsable. C'est parce que vous êtes sérieux, on vous prend responsable de classe, vous êtes le premier à venir, le dernier à quitter, vous regardez ce qui se passe. Ou bien les élèves viennent, vous venez en campagne, chacun vient exprimer ses idées, et puis les élèves votent à main levée, on vous choisit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que la nouvelle jeunesse, je l'ai dit souvent à mes enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Avoir un champ, s'aimer, faire pousser sa culture, récolter, sécher, piler, cuisiner, manger, ils veulent le même jour. C'est-à-dire les gens veulent tout le même jour. D'ailleurs, une fois, il y a un de mes enfants qui a commis l'erreur de demander à sa maman, est-ce qu'un enfant rentre dans les Dourouni? Il dit, bon, toi les petits villageois là, tu viens dire ça à Bamako. Ton père a marché à pied pendant tout ce temps-là. Il ne connaît même pas, comment on l'appelle, les fruits tropicaux. Arrivé au lycée, qu'il a vu la mangue. Parce que toi, ton père était un directeur aujourd'hui, on t'amène à l'école en voiture, on te ramène. Tu te demandes si les enfants rentrent dans les Dourouni. J'ai appelé mon garde, mon gardien. J'ai dit, tu le prends chaque samedi. Vous rentrez dans les Dourouni, vous partez au Raïda. De Raïda, vous partez à Boulkansumou. Si vous venez, vous partez à Amdalaï. De Amdalaï, vous revenez à Raïda. De Raïda, vous partez à Badalaougou. De là-bas, vous prenez pour aller à Bako Dikourni. Quand il a fait quelques mois là-dedans, il me dit, bon papa, vraiment, j'ai compris maintenant les Dourouni. J'ai dit, mais c'est dans ça que nous, on a voyagé tout le temps. Vous êtes là, vous croyez que tout est gratuit. Les enfants, maintenant, ils veulent tout. Donc, pour être responsable d'étudiants maintenant, ce n'est pas parce qu'on est fort. C'est parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est violent. Et les pouvoirs politiques
s'est laissé entraîner. Les pouvoirs se mêlent dans la gestion des étudiants, souvent en prenant juste ce qui les arrange. Moi, j'ai vu des cas où, je ne sais pas comment, vous savez comment ils se font élire, mais le bureau qui a été élu, c'est les services secrets du Mali qui ont pris tout le bureau, ils ont été les enfermer. On les a obligés à faire une démission. Entre-temps, les autres ont été mettre le feu dans leur maison pour installer des responsables qui sont des amis du pouvoir. Des étudiants, des gens qui ne sont même plus étudiants certains. Ils ont fini les études 2 ou 3 ans, ils sont toujours à l'université. C'est devenu, ce n'est pas pour des études. Il y a des internats, des lieux où on collecte de l'argent. C'est devenu lutte pour le pouvoir. Ou bien des enseignants qui veulent sanctionner des élèves. C'est au ministère qu'on appelle l'enseignant, un conseil du ministre pour dire vraiment parce que même le ministre a peur des élèves. Un élève vient, il veut voir le ministre, il ne demande même pas audience. Si jamais le ministre le fait attendre, Garali, peut-être au remaniement suivant, on va l'enlever. Les enseignants ont peur. Souvent, ils ont peur des élèves au lieu que ça soit l'inverse. Ils ont peur des élèves. Bon, ça, il faut qu'il y ait une nouvelle mentalité chez la jeunesse, qu'on laisse ça. Parce que, in fine, ça dessert la jeunesse. Vous trouvez des gens qui ont fini les études supérieures, ils ne peuvent même pas pour faire une demande d'emploi aujourd'hui. Pourtant, ils ont des diplômes, sans compter les ateliers de faux diplômes qu'il y a en ville. Moi, j'ai dirigé un service où des gens sont venus me présenter des diplômes supérieurs. Moi, j'ai dit que ça ne fait pas pendant que je suis là. Pour avoir un diplôme supérieur, les gens ont usé leurs culottes. Et bien, on vous écrit comme secrétaire. Et puis, quelques années après, vous achetez un diplôme dans un quartier périphérique de Bamako avec des bonnes signatures. Et puis, on vous classe cadre supérieur. Et par coup de puissance, une personne comme ça peut devenir même directeur. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Parce que les hommes compétents, c'est l'enseignement qui les forme. Tout État qui s'installe, tout pouvoir, quelle que soit la façon dont il s'installe, il a besoin des gens compétents. La compétence, c'est l'école qui donne les connaissances de départ. Et donc, c'est vraiment la source numéro 1. C'est exactement comme la femme pour l'homme. Je dis souvent aux femmes et aux hommes dans les réunions, la femme, c'est notre fille, c'est notre sœur, mais c'est surtout notre femme. Et en plus, notre mère, qui nous a portés pendant 9 mois. Et notre grand-mère qui nous a appris les dessins animés qu'on montre aux enfants maintenant. Nous, on nous racontait au clair de lune les choses. Le lièvre avec ses grosses oreilles, et l'hyène qui est bête. Mais on n'était pas moins intelligent. Il y a un ministre qui se moquait de moi un jour. Il me dit, mais vous, les boyorodiens là, comment vous réfléchissez? Parce que vous n'avez pas vu les dessins animés. Nous, au moins, on est en ville, on a eu la chance de les avoir. J'ai dit, mais nous, nos grands-mères nous racontaient des histoires qui sont très proches des dessins animés là. Donc, je disais aux gens qu'un homme qui ne respecte pas les femmes, il ne peut pas construire un pays. Une éducation qui ne marche pas, c'est l'avenir hypothéqué du pays. Tous les États que vous voyez là, leur système éducatif, le pouvoir politique le garde comme la priorité. La défense, l'enseignement, tout pouvoir qui blague avec, il condamne la nation, l'avenir de la nation. Donc c'est une très grande responsabilité que vous avez et je suis très fier que l'État vous ait confié. On attend les résultats. La recherche, c'est de l'école qu'elle part. Tout ce que nous consommons, c'est le résultat de la recherche d'autres pays. C'est l'enseignement qui donne ça. Chez nous, vous trouvez dans les universités, quelqu'un vient, il cherche du boulot, vous dites, mais qu'est-ce que vous faites? Mais les 80% des étudiants font les sciences sociales. Dans un pays, on produit les richesses, on les distribue, on les commercialise, mais tout le monde est dans le commerce et la distribution des richesses. Mais qui les crée? Donc c'est d'autres qui créent les richesses, ils nous envoient. On ne peut pas s'enrichir. On devient de plus en plus pauvre. Donc il faut que les gens soient orientés dans les domaines où on crée des richesses.
Les sciences sociales, c'est pour réglementer la société, pour que le vivre ensemble des citoyens. Mais les richesses, c'est une autre partie de la société qui les crée. Et les distribue. Et les commercialise. On est une société de commerce et d'affaires. Mais il faut aller vers la création. Récemment, il y a une ministre dans le domaine de l'aéronautique. On cherchait un spécialiste. 5 millions de salaires. Bon, mais il n'y en a pas. Souvent, moi, je fais beaucoup de compliments à nos ministres femmes. Quand je vois le ministre de l'équipement en jean sur les chantiers en train de coller certains qui se disent ingénieurs. Une fois, j'ai eu des étrangers qui sont venus ici. Ils se sont plaints dans un grand hôtel qui est à côté de quelque chose. On voulait faire payer des milliards à l'État. Mais j'ai appelé le ministre. Comme David Laporte, ces jeunes, ils ont passé la journée là-bas. Mais les étrangers là ont reculé. C'est eux qui se cherchaient vers la fin. Parce qu'elle leur a démontré par A plus B que c'est eux qui sont dans l'illégalité. Et que c'est l'État qui doit se plaindre d'eux. Bon, si elle n'avait pas, on allait venir nous mettre le sac sur la tête du Premier ministre. Il va dire, oui, oui, j'ai compris. Il n'a rien compris du tout. Il enquête tout ce qu'on lit. Mais quand on a eu un ministre qui connaît, mais il les a mis à leur place. Et on a eu la paix. Je lui lance souvent des compliments. En réalité, je le fais pour juste l'encourager. Parce qu'il faut que les gens aillent dans les domaines qui produisent. L'agriculture, tout le monde dit que c'est la richesse principale. Vous allez voir ce qu'on appelle en son temps la ruralisation. Bon, le conflit politique entre les pouvoirs et les enseignants faisait qu'on a saboté. Mais en réalité, c'était pour apprendre les gens la terre. Les autres, quand les agriculteurs envoient leurs enfants à l'école, c'est pour connaître les nouvelles méthodes d'agriculture, venir multiplier les richesses. Ce n'est pas pour devenir des fonctionnaires. Mais chez nous, l'enseignement colonial nous a formaté l'esprit. On va à l'école pour être fonctionnaire. Ce n'est pas pour aller acquérir des connaissances, c'est pour être fonctionnaire. Et quand vous demandez à nos grands-parents, mais pourquoi ça? Ils disent non, 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 on a l'habitude de faire ça. Et pendant des siècles, on répète la même chose. Les autres, chaque 2-3 ans, ceux qui quittent les écoles viennent, ils améliorent l'agriculture de leur père. Parce que eux, depuis l'école, on les a formatés pas pour être des fonctionnaires, mais pour produire des richesses et être riches pour eux-mêmes. Ça, c'est très important qu'on inculque chez les enfants l'esprit d'indépendance. Il faut qu'au sortir de l'école, l'homme ait le sentiment d'être indépendant et chercher sa voie. Il y a des pères de famille qui savent bien faire. Eux, ils instruisent les enfants, ils les nourrissent, ils les logent, ils les forment dans les meilleures écoles. Après, c'est fini. Il y a d'autres qui cajolent son enfant pour lui donner tout. Il grandit, il vient s'asseoir à la maison. Il dit qu'il n'a pas de boulot. Parce qu'il attend son père et sa mère. Bon, ça, c'est nous-mêmes, les parents même qui ont cultivé. Ou des parents qui vont à la fenêtre, qui payent pour des notes fraudées. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils volent des notes pour leurs enfants. Donc, leur problème, c'est le diplôme. Ce n'est pas ce que l'enfant sait faire. Ça, c'est des aspects de notre société qui doivent être combattus. Parce qu'un parent qui fait ça, ça veut dire qu'il apprend son enfant à voler. Et on ne peut pas s'attendre à une société redressée. Et tant qu'il y a la corruption et la délinquance là dans le pays, ça ne peut pas aller. On vole les notes, on vole les impôts, on vole les taxes, on vole l'État, on vole les terres. L'État ne peut aller nulle part. Donc vraiment, ça, c'est les quelques observations à chaud comme ça. Certains vont dire que le Premier ministre a trop parlé, mais en réalité, je sais que toutes ces questions sont en revue chez vous, mais ça ne... On dit déguette non tien, c'est ce qu'on dit en Bamana. Ça ne gâte rien de vous dire ce qu'on a sur le cœur. L'enseignement doit être au-dessus des contingences politiques. Pour que tout pouvoir qui vient apporte juste sa touche pour renforcer, mais pas pour déstructurer. Tout pays, on passe le temps à déstructurer l'enseignement. Les gens ne connaissent rien à la fin, ils vont être perdus. Ils vont être juste pour des expérimentations. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Il paraît qu'il y a des pays où on retourne au syllabaire, et ainsi de suite. Bon, il y a des enfants qui savent... moi, j'ai vu des enfants, j'étais surpris, mais il paraît que c'est la mode. Lui, il peut parler, mais quand il lui montre le livre, il ne peut pas lire. Mais quand il parle, il comprend. Il paraît que c'est les nouvelles méthodes. Mais ça, c'est l'affaire des enseignants. En tout cas,
faites en sorte que le pays compte beaucoup sur vous, parce que la refondation pour laquelle nous nous battons là, en réalité, si l'enseignement n'est pas réformé, on va faire des grands discours, on va avoir des applaudissements, on va partir à la maison, mais au finish, la société ne va pas avoir de résultats. Et il faut, moi je le dis aux élèves, il faut que le travail soit la valeur inculquée chez les sociétés. Moi j'ai reçu le Parlement des enfants ici, ils sont venus parler de leurs droits. J'ai dit d'accord, je vous pose 2 questions. Le Parlement des enfants là, dans quel pays il y en a? Ah oui, il y en a en Côte d'Ivoire, il y a au Congo. Mais j'ai dit ça, c'est des gadgets. Est-ce qu'en France, il y en a? Est-ce qu'aux États-Unis, il y en a? Est-ce qu'en Angleterre, il y en a? Est-ce qu'il y a en Russie, il y en a? Il y a des enfants. Et puis les gens ne parlent que de là. J'ai dit maintenant, vos devoirs, c'est quoi? Les devoirs d'un enfant, c'est d'étudier pour que tes parents soient contents, d'être parmi les meilleurs. Et au lieu de parler de ça, vous venez dire que les devoirs des enfants, on ne fait pas. Ça, c'est des choses où on nous a travaillé l'esprit. Et comme on veut ressembler des gadgets pour être un pays démocratique, on dit il faut laisser les... C'est ton enfant qui va venir te dire ce que tu dois faire. Bon, on dit que c'est la société évoluée. Vous savez, j'ai une amie aux États-Unis. Ils ont eu des petits problèmes dans leur maison. Et puis on l'a convoquée en justice. On l'a jugée et condamnée parce qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas normal. Quand ils ont fini, quand il partait, c'est le juge qui l'a appelé. Il a dit, vous savez, on vous a condamné suivant la loi, mais je vais vous dire quelque chose. Vos enfants là, continuez à les éduquer comme vous voulez. Tous les gens sérieux éduquent leurs enfants comme ça. Mais nous, on applique la loi. Quand vous partez dans ces pays-là, les grandes familles conservatrices là, leurs enfants ne sont jamais dans la rue. Ils les éduquent. Il y a des pays, l'enfant n'a droit qu'à regarder la télévision que le week-end et pendant des heures précises. Chez nous, il y a des programmes qui sont interdits dans les pays même qui les produisent dans d'autres pays. Mais chez nous, on remet à la maison. La femme gifle le mari, les enfants donnent des coups de pied à leur maman. Bon, les gens, ils s'embrassent devant les enfants. L'enfant regarde ça. Le père et la mère se disputent. Lui veut manger, elle n'a pas fini de regarder son film. Ceux qui ont la possibilité d'avoir 2 chambres, il y a 2 télés, là-bas la bagarre est évitée. Mais dans le cas contraire, soit le mari ou la mère cède, les enfants regardent tout ça. Mais au fil des années, on n'éduque pas la société comme ça. Parce que la société, c'est la famille, ensuite l'école et l'homme même. Mais souvent, c'est la rue qui éduque les gens. La rue ne peut pas remplacer la famille. Donc, vous avez une très grande responsabilité pour orienter les Maliens. Le président a l'habitude de nous dire, je termine par ça, on a beau amener l'armée partout. Tant que dans la tête des Maliens, ça ne va pas changer, le Malikoura là ne va jamais arriver. Qu'est-ce qui change dans la tête? C'est les enseignants, c'est l'enseignement, la façon dont on veut éduquer nos enfants. Qu'est-ce qu'on vise à la fin? Pourquoi l'État organise son école? Ce n'est pas juste pour mettre les enfants à l'école. C'est pour créer des hommes qui vont produire et rendre la nation plus riche. Et non pas juste des diplômés. Quelqu'un blague même en disant dans certains pays, quand tu vas, on vous demande qu'est-ce que tu sais faire. Dans d'autres pays, on dit, mais tu as quel diplôme? Mais chez nous, souvent, quand tu viens, on dit, qui t'a recommandé? Bon, ça c'est des blagues entre copains. Mais c'est juste pour dire un peu l'état d'esprit des gens. Et tout ça, c'est à vous, les enseignants, c'est à vous de transformer tout ça pour nous donner de bons produits. Pas des fabriques de chômeurs, l'école doit être, mais une fabrique de citoyens, conscients de sa mission et qui se dédient au travail. Voilà ce que je voulais vous dire, en excusant d'avoir beaucoup parlé, mais en voyant les enseignants, on a tellement de choses sur le cœur qu'on ne peut pas éviter de dire tout ce qu'on a. Il y en a beaucoup qui regardent, ils sourient en bas, ils se disent, mais lui, là, il est en train de parler, nous, on sait tout ça. Mais c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais c'est toujours bien que des gens vous disent que le Premier ministre même vous parle comme ça, parce que j'imagine que quand vous avez décidé de venir, c'est pour qu'il vous parle à cœur ouvert.
pour enrichir le travail que vous êtes en train de faire. Tous les conseils des ministres ont suivi, on demande des comptes rendus aux ministres. Pensez, c'est le destin du Mali qui se joue aujourd'hui. Pas de la transition seulement, c'est le destin du Mali qui se joue dans vos mains. Voilà ce que je veux dire, Monsieur le Président, et vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Comme je vous l'ai dit, c'est l'avenir du Mali qui se joue. Ce n'est même pas une question d'un pouvoir politique installé. Vous-même, vous avez cité les différentes réunions qu'il y a eu depuis 1962. C'est chaque pouvoir politique qui vient, il essaie d'imprimer sa marque. Mais vous avez dit que vous allez faire la synthèse. C'est vraiment de l'avenir du Mali qu'il s'agit. Le reste, c'est le pouvoir politique qui doit avoir le courage et la lucidité nécessaire pour mettre en œuvre ce que vous allez dire. Parce que vous allez proposer, mais l'application, ça ne sera pas vous après. Vous avez beau faire des recommandations, si le pouvoir ne les applique pas, dans quelques années, on va en parler. C'est pourquoi il faut prendre tous les garde-fous. Et je crois que le président tient beaucoup aux États généraux de l'éducation. Donc, j'imagine que vos propositions seront bienvenues par le ministre, parce que c'est normal. Si les régions du Nord n'ont pas participé, c'est de les faire participer effectivement. Vous avez donné le cas de la maison qui est trouée, qu'il faut refonder. Bon, les militaires maliens, ils ont trouvé une autre formule que j'ai donnée une fois. J'ai dit le Mali s'est retrouvé comme un mur qui est en train de tomber. Et les militaires sont venus le prendre par la main. Et ils ont une culotte là, il y a des politiciens et d'autres derrière qui tirent la culotte, ils regardent là pour se moquer d'eux. Donc le militaire se trouve dans une situation, soit il tient le mur, il laisse les gens tirer son pantalon et se moquer de lui, soit il tient son pantalon et il laisse le mur tomber. Les militaires maliens ont préféré tenir le mur, laisser le pantalon. Les gens se sont moqués d'eux pendant des années. Mais aujourd'hui, le pantalon qu'ils portent là, personne ne peut l'enlever. Ils ont pris Kidal. On nous a dit qu'il n'y aura pas les assises, on va rattraper là-bas. Donc j'imagine que pour l'enseignement aussi, vous aurez le temps, avec vos recommandations, le pouvoir politique doit avoir le courage nécessaire d'implémenter ce qui sera recommandé. Parce que vous, votre arme, c'est votre bic, vos idées. Bon, les militaires, ils ont leurs fusils, les drones là pour chercher les gens sous les arbres. Pendant qu'ils prennent leur michui là, on vient leur donner un bonjour pour le voyage sans retour. D'après l'opération, comment on l'appelle là, repos éternel. Donc le voyage sans retour. Bon, eux, ils ont les armes pour faire ça. Mais vous avez votre bouche, vos stylos et votre papier. Le reste, c'est le pouvoir politique qui doit l'exécuter. Je vous souhaite un très bon travail, de très bonnes recommandations et surtout que le pouvoir ait la possibilité, les capacités, le discernement, la volonté, la force nécessaire pour mettre en œuvre ce que vous avez dit. Pour l'avenir de notre pays. Parce que comme je vous l'ai dit, quand ça marche dans l'enseignement, quand ça marche dans la sécurité, quand ça marche dans la justice, quand ça marche dans l'administration, le pays va se porter bien. Le reste, les citoyens vont s'organiser pour développer leur pays. Tous les pays qui sont développés, tous sans exception, c'est leur armée, leur école. Un pays où l'armée et l'école sont négligées est voué à l'échec. Donc vous avez l'avenir du Mali dans vos mains. Je vous souhaite bonne chance et le pays vous a fait confiance. Et je sais que vous allez honorer cette confiance. Merci beaucoup. La séance est levée. Je vais lire ça avec beaucoup d'attention.